Laurent Roland Tonekes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Ouadé Ndiou, bonjour. Belle chemise, Merci. Ça me plaît bien, le tissu et la couture également. Merci. Je salue au passage votre couturier, que je salue au passage. Il va se reconnaître, moi je ne le connais pas. Et je ne vous demande pas de nous dire qui c'est. Non, non, vous le connaissez quand même. Bon, c'est le même que je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne veux pas passer au service commercial. Bon, on n'a pas cité son nom. On n'a pas cité son nom. Mais c'est beau, franchement. Merci. Monsieur Oumaré Andjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Roland, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes également beau. Hein, mais écoutez, merci. Nous, on a imité les Blancs parce que ce n'est pas notre habillement. Ça, oui. On l'a emprunté, oui. Mais ça nous va bien et ça vous va bien. Merci beaucoup. Ça vous va très bien aussi. Toute jalousie. Non, aucune jalousie. La chemise de Roland est originale, il n'y a rien à dire. Ouais. Merci beaucoup. On va y aller. On va y aller avec les sujets. On ira d'abord à la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien qui parle de restriction des libertés. Le parti, les démocrates parlent de restriction des libertés. Le Quotidien en parle ce matin, Oumar Adéandjou. Est-ce que s'il y a restriction de liberté, le parti, les démocrates, auraient pu avoir l'occasion de faire ce point de presse où ils parlent de restriction de liberté? Voilà, c'est là où toute la question se pose. Mais dans tous les cas, s'ils se plaignent, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui les gêne. Okay. Et moi, je me dis, ils disent, enfin, en gros, ils disent qu'on les empêche de faire des rassemblements, de faire des manifestations. Oh. Moi, j'ai déjà dit sur ce plateau, dans tous les cas, ce n'est pas la première fois qu'ils dénoncent ce fait. Hein. Et j'ai déjà dit sur ce plateau qu'on nous montre, qu'on nous envoie quelquefois des preuves aussi, c'est important. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand les gens veulent organiser quelque chose, quand c'est des ONG, c'est des, je sais pas moi, des organisations non gouvernementales, quand c'est des partis de la mouvance présidentielle, c'est tellement, ils ont une manière d'approcher les autorités. Il y a des papiers qu'on demande, il y a des autorisations qu'on demande. Est-ce que tout cela est fait dans les règles de l'art? C'est important aussi de le savoir. Et puis, au-delà de tout ça, le parti, normalement les démocrates, si on se fie à la charte donc comment on appelle, des partis, chaque parti a des sièges et des représentations dans presque tous les départements, normalement. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on les empêche également de se réunir dans leurs sièges, de parler au sein comment on appelle, dans les locaux qui sont les leurs, dans les différents départements? Ils ont parlé depuis le siège. Depuis leur siège, voilà. Donc moi je me dis, la déclaration a été faite dans le siège. Voilà, la restriction de liberté intervient à quel moment? Est-ce que c'est parce qu'on les empêche de faire des marches? Parce que des marches, il faut des autorisations. Si vous voulez faire une manifestation publique, il faut des autorisations. Il faut que comment on appelle, des forces de sécurité soient disponibles pour encadrer également la marche. Est-ce que tout ceci est fait dans les règles de l'art, qu'on nous présente des exemples bien précis pour qu'on puisse véritablement analyser. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on permette à certains de le faire et qu'on ne permette pas à d'autres, par contre, de le faire. Parce qu'une manifestation politique, c'est quand même quelque chose d'assez sensible aussi, il faut le reconnaître. Ça peut dégénérer à tout moment. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la passion, voilà, les ressentiments sont très forts et donc à tout moment, ça peut dégénérer. Donc il n'y a pas de raison que les autorités ne cherchent pas à avoir un œil sur ces choses-là, bien les cadrer, bien les surveiller pour ne pas avoir de débordement. Donc moi, ne serait-ce que pour ça, je suis d'accord. Maintenant, pourquoi on va autoriser certains et ne pas autoriser d'autres? Là, il y a problème. Et nous voulons qu'on ait des exemples bien précis. À tel endroit, on nous a empêché de faire notre manifestation, alors que nous avons eu telle autorisation, alors que nous avons eu telle autorisation. Et là, on pourra apprécier, on pourra dire, ah voilà, il y a du 2 poids 2 mesures, il y a ci, il y a ça. Mais si ce n'est pas le cas, et que les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art et que vous venez dénoncer, c'est qu'il y a un souci. Et moi, je pense qu'au Bénin, aujourd'hui, on ne peut pas empêcher, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, moi, je n'ai jamais vu, je ne sais pas si on peut empêcher au Bénin, à l'heure actuelle, un parti politique de se réunir dans son siège, dans les locaux qui sont les siens,
au Bénin, quel que soit le département, ça m'étonnerait. Est-ce que c'est ça qui justifie la restriction de liberté? Bon, je ne comprends pas. Jusque-là, moi, je ne comprends pas. Il faut qu'on nous montre des preuves de cette restriction de liberté. En fait, le parti a voulu organiser des activités. Et on leur a demandé des autorisations en ce qui concerne l'activité de Tankpé qui devrait avoir lieu. Ils n'ont pas eu l'autorisation. C'était pareil dans le nord du pays où il devait avoir une activité. Mais je demande, est-ce que si le parti arrive à se réunir et à faire sa déclaration, est-ce qu'on peut parler de restriction des libertés? Oui, c'est pourquoi je dis, moi je ne peux pas là tout de suite parler de restriction de liberté, étant donné qu'ils ont quand même la possibilité de pouvoir continuer à parler, à s'exprimer dans le pays. Enfin, la liberté c'est quoi? C'est pouvoir dire ce qu'on pense quand on le veut ou où on veut. Maintenant, si vous voulez le faire sur la place publique, il y a forcément des autorisations qu'il faut avoir pour les raisons que j'ai citées tantôt. Donc, et s'il n'y a pas ces autorisations, ça serait un peu compliqué. Voilà. Maintenant, si, vous savez, il y a des, comment on appelle aussi, il y a des agents de l'État qui peuvent être un peu zélés, qui peuvent avoir des comportements pas très appréciables, qui peuvent les empêcher, voilà, qui peuvent les empêcher, par exemple, d'avoir leur autorisation parce que, tout simplement, lui, il veut montrer aux autorités que non, lui, il fait. Voilà, c'est possible aussi. Donc, si c'est des cas comme ça, qu'il nous le fasse savoir, enfin, que le parti fasse sa déclaration et qu'il donne des précisions. À quel moment on a été bloqué, qu'est-ce qui a posé problème. Comme ça, on saura, évidemment, comment apprécier les choses. Sinon, on se dit simplement qu'il y a la restriction des libertés. Bon, nous sommes aussi dans un état de droit et de comment on appelle, et de devoir aussi, de démocratie. La démocratie, c'est des règles. Il y a des règles et tant que les règles ne sont pas respectées, c'est tout à fait normal qu'on puisse vous dire non, vous ne respectez pas les règles et que donc vous ne pouvez pas donc, faire votre activité. Il faut les autorisations. Laurent, réaction? Je crois qu'on ne va pas mélanger les choses parce que si le parti arrive à se réunir au siège pour faire une déclaration, ça n'a rien à voir avec une activité politique sur le terrain. Parce que, vous savez... S'il y a restriction des libertés, oui. Ça veut dire qu'aucun parti politique ne peut se réunir quelque part dans le pays et mener une activité. Non. Même si c'est leur siège. Leur siège... Ils ne peuvent même pas avoir de siège. Ils ont un siège. Donc, c'est vrai parce qu'ils font une déclaration... à leur siège. Même on va les empêcher s'il y a restriction des libertés de se réunir à leur siège et de faire une déclaration. C'est pas parce qu'il n'y a pas restriction qu'ils nous ont la possibilité de se réunir à leur siège. Se réunir à leur siège pour parler, c'est autre chose. Aller faire des activités politiques sur le terrain, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'on ne peut pas aller les empêcher sur leur siège, à leur siège pour dire, bon, ils ont la possibilité de se réunir, de faire des déclarations, de convier la presse. On ne peut pas, ce serait du flagrant, en réalité. Et donc, ceux qui ne veulent pas les voir se réunir n'ont aucun intérêt à aller s'afficher aussi pour qu'on voit de façon flagrante que oui, ils sont en train d'empêcher. Mais ce dont on parle ici, c'est que les gens ont voulu faire une reddition de comptes à Tankpé. Ils ont voulu faire la même chose à Waké avec Nourénou Tchadé qui a été empêché. Et pour le cas de Tankpé, c'est vrai que le maire de la commune d'Abou-Klavi est monté au créneau pour donner sa version des faits, pour dire oui, c'est vrai qu'ils ont saisi le conseil communal, ils ont écrit, et puis après il y avait des aménagements à faire, en tout cas des modifications à faire, et puis ils devaient aussi payer pour l'autorisation, ce qu'ils n'ont pas fait. Ceux qui n'auraient pas fait ou ceux qui n'ont pas fait. De toute façon. Et ça devient, en tout cas, ça se tire entre le maire et les responsables du Parti des démocrates. Et c'est en cela que hier, je disais clairement que les démocrates doivent comprendre que cela participe du jeu politique. Parce que ceux qui sont là n'ont pas intérêt à vous réunir pour aller parler aux populations. Même si la loi vous donne la possibilité de vous réunir et que vous ne faites pas les choses normalement, ils auront cet argument contre vous pour vous empêcher. Et c'est tellement sur ce terrain que nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc moi je pense que une chose est de faire une déclaration au siège de leur parti, une chose est que, oui, au sein des sièges départementaux ou communaux, ils aient la possibilité de se réunir dans un bureau pour parler. Mais dès lors qu'ils veulent sortir pour aller faire, parce qu'on a pu voir dans la même semaine où les gens dénonçaient que les gens de l'UP et le Renou se retrouvaient à Soava. Donc, c'est normal qu'ils s'inquiètent pour dire, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que fondamentalement, ces personnes-là aussi respectent régulièrement ce qui est demandé par la loi? Autant de choses pour lesquelles ces personnes me posent des questions. Moi, je pense véritablement aujourd'hui que au-delà de ce qu'il faut demander à ces, et je crois Ouma l'a dit, il y a certainement des personnalités assez zélées qui vont vouloir empêcher pour empêcher, parce que aussi dans la et plaire à l'hiérarchie. Et n'oubliez pas que nous sommes dans Abou-Klavi, 6e circonscription électorale.
où comment vous appelez, le nom d'électeurs est assez élevé. Et ceux qui sont là n'ont pas intérêt à voir les démocrates qui, malgré ce qui s'est passé, tout ce qui s'était passé, ont réussi à lever quand même 2 sièges dans la commune d'Abou-Clavi, dans la 6e au cours des dernières législatives. Donc, c'est le jeu politique. Et il peut arriver qu'on ait des gens qui sont zélés, qui ne veuillent pas les voir se réunir parce que ça ne les arrange pas. Dès lors que les démocrates vont gagner du terrain, eux, sachant très bien qu'ils sont sur une pente assez glissante, ils vont vouloir leur mettre des bâtons dans les roues. Et cela interpelle alors les responsables du Parti des démocrates pour dire, dès lors que vous savez que c'est le jeu politique et que les gens ne vous colleront pas la paix aussi facilement pour faire ce que vous voulez faire, pour continuer à mobiliser les électeurs, la meilleure option pour vous, c'est déjà que dès que vous avez une activité dans certaines localités, 112 heures ou pourquoi pas une semaine avant, vous saisissez, vous écrivez. Et dès lors que vous avez l'autorisation, vous la gardez, vous payez ce qu'il faut payer et vous assurez. Et dès lors qu'on vous empêche, vous pouvez maintenant monter au créneau avec les preuves. Parce que c'est vrai que j'ai vu, comment vous appelez, l'honorable Guy Mitterrand qui est monté au créneau pour faire une vidéo sur sa page Facebook pour dénoncer. Mais à aucun moment, ils n'ont montré un document officiel qui autorise. Et c'est en cela que moi je dis non, eux-mêmes ils ont fait une erreur. Pour Waké, je n'en sais rien. Parce qu'on n'a pas vu le maire de Waké se prononcer, on n'a pas vu l'honorable Nouré Nouachadi. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait leur conférence de presse après. Mais pour la commune d'Abou-Clavi, au moins le maire est monté au créneau, a réagi. Alors, à aucun moment, les membres du Parti démocrate n'ont montré un document autorisant cette activité. Et c'est en cela que les autres continueront à avoir raison dessus eux. Pour dire, oui, vous n'êtes pas dans les règles, parce que j'ai vu quelques activistes écrire, non, ils dénoncent alors qu'ils n'ont même pas payé. Et c'est normal. La loi est claire. J'ai lu hier l'achat des partis politiques, les dispositions sont claires. Vous pouvez vous réunir, mais en vous conformant aux lois et règlements en vigueur dans le pays. Et sur ce terrain, si vous faites l'erreur, les gens auront raison sur vous, ils vont continuer à vous empêcher. Donc, il leur revient de revoir leur structure d'organisation, le comité d'organisation de ces activités-là, ces comités doivent faire l'effort de se mettre en règle et faire. Maintenant, si vous déposez un courrier, ça fait 1 semaine, 2 semaines que vous n'avez pas de suite, vous pouvez maintenant monter au créneau pour dire, oui, parce qu'il y a aussi de jeu peut se faire à ce niveau. Vous saisissez pas écrit formellement, on vous met 1 semaine, 2 semaines sans réagir, 3 semaines sans réagir, parce qu'on ne veut pas vous autoriser. Là, vous pouvez aussi monter au créneau pour dire, nous avons saisi par écrit, ça fait 2 semaines que nous attendons, nous n'en avons pas. Maintenant, si vous saisissez et que vous avez l'autorisation, et qu'après on voit les policiers, parce qu'on parle de troubles à l'ordre public, en fait, aujourd'hui, c'est le motif qui est toujours utilisé pour empêcher certains, même si vous avez l'autorisation parfois, les gens ont la possibilité de venir dire qu'ils ont des informations qui font autant de ce qu'il y aura trouble à l'ordre public et par conséquent, on ne peut pas autoriser alors que l'autorisation va être donnée. Mais je pense qu'il leur revient de commencer par vous revoir leur mode de fonctionnement, faire les choses dans les normes. Et là, le peuple est là pour constater. Mais si vous ne le faites pas dans les normes et que là, quelqu'un doit prendre la parole après pour vous confondre, ça ne fait pas bien. Alors, la une du quotidien Nord-Sud Quotidien qui nous parle aujourd'hui, qui nous informe que le Bénin est le 7e pays. Le 7e pays, c'est pas... Le 7e pays le moins corrompu. Oui. 7e pays moins corrompu. On a vu quand même que la lutte contre la corruption a démarré depuis plusieurs années où on a vu battre le macadam contre la corruption, mais également sous le régime Talon, on a vu que la corruption, la lutte contre la corruption a pris de l'ampleur et que donc une guerre farouche a été déclarée contre la corruption. Ça suit son cours, même s'il existe encore quelques poches de résistance. On voit aujourd'hui le Bénin faire un bond. Ouma Ali Andjou, Bénin 7e pays moins corrompu. Qu'est-ce que ça vous fait quand même de l'apprendre? Ça me fait plaisir. Je suis très content de l'apprendre parce que, vous savez, regardez le nombre de pays qu'il y a dans ce monde-là. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le Bénin le 7e. Bon. Ne serait-ce que... En Afrique, pas dans le monde. En Afrique. C'est en Afrique, d'accord. Ok. Et ça, c'est une étude de transparence internationale. Sur une cinquantaine d'États que nous avons sur le continent, nous sommes 7e dans la lutte contre la corruption. Et on sait ce que c'est que la corruption en Afrique. C'est une gangrène. C'est une gangrène, c'est vraiment dans les administrations, c'est dans l'ADN même comment on appelle, des agents de l'État. Et sur les routes aussi, voilà, un peu partout. Donc, ça existe vraiment partout. Et aujourd'hui, voyez le bond que nous arrivons à faire.
Et ça, moi je le dis, ça fait un moment que je le dis sur ce plateau. Oui, et ça continue, je suis d'accord. Peut-être même au plus haut sommet, ça continue, oui, je suis d'accord. Mais reconnaissons au moins une chose. Transparency International n'est quand même pas une organisation affiliée à la mouvance présidentielle. Non, vous êtes d'accord avec moi. C'est une ONG, organisation non gouvernementale. C'est des gens très intègres, des gens qui, pour la plupart, sont des grands défenseurs des libertés. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir de le savoir qu'au Bénin, on arrive quand même à juguler donc, et ce fléau-là qu'est donc la corruption. Et vous voyez, enfin, depuis 2016, je disais, pas tout le temps, avant, dans le Bénin, on voyait à la une des journaux, ah, tel détournement de ci, tel détournement de ça. L'autre a pu s'enfuir et plus rien, on n'entend plus parler. Au-delà, on est même allé jusqu'à conceptualiser qu'il faut déposer la pierre sur le dossier. Oui, sur le dossier pour ne pas que le vent l'emporte. Oui. Voilà, aujourd'hui, même quand quelqu'un fuit, sort du pays, on va le chercher là où il se trouve, on le ramène au pays et on le sanctionne comment? On le sanctionne lourdement. C'est ça qui fait que la lutte contre la corruption, ça marche aussi. Les marchés publics dans les États, allez vérifier légèrement comment ça se passe désormais. Même les simples manifestations d'intérêt, ce n'est plus comme avant. Hein. C'est public, on fait tout de manière très transparente. Il y a des personnes responsables des marchés publics dans pratiquement toutes les agences, tous les départements qui sont liés à l'administration publique. Dans presque toutes les sociétés d'État, il y a désormais ça. Et c'est des personnes qui sont là rien que pour ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ligne qui est donnée par le gouvernement et je suis sûr que les administrateurs, comment on appelle, nos agents de l'État suivent donc la direction désormais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est comme quand je dis tout le temps, même les aveugles voient, ça au moins tout le monde voit. On a lu la une des journaux aujourd'hui. Plongeons-nous, repartons, faisons un bond dans l'histoire. OK? Dans le temps, je veux dire, quelques années en arrière, 10 ans en arrière, on va lire toutes ces unes-là du lundi jusqu'au vendredi sans trouver au moins détournement de site. Il n'y en a plus. Pas que ça a disparu complètement, mais au moins on arrive désormais à juguler. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et ça, c'est dû également à l'orthodoxie financière dont font preuve nos autorités au sommet de l'État. Et à chaque fois, ils ont des distinctions sur le plan international. C'est la preuve également que cet élan-là que donne donc le gouvernement, toute l'administration la suit désormais. Regardez un peu sur nos voies désormais. Ce n'est plus aussi flagrant qu'avant. Il n'est pas dit que ça a complètement disparu. La preuve même, dans l'un des, comment on appelle, des journaux de ce matin, il paraît qu'il y a des, comment on appelle, deux douaniers qui vont comparaître devant la criette. Donc, c'est la preuve que ça continue, mais au moins, ça a complètement disparu. Tu peux faire aujourd'hui le trajet Cotonou-Boycon sans te faire arrêter par un policier. Imaginez-vous, 10 ans en arrière, il y avait des barrières, mais partout. Même dans Cotonou. Hein. Partout. Et ces barrières-là, ce n'était pas fait pour les personnels qui ont leur voiture. Bon, eux, on leur fait le contrôle comme cela se doit. Mais les taxis, les camions de transport de marchandises, ces choses-là. Mais c'est des gens à qui on prenait de l'argent régulièrement. Ouais. On parlait même de frais de route pratiquement pour ces personnes, pas pour les péages, mais rien que pour les policiers au Bénin. Quand tu dois envoyer quelqu'un, tu dois envoyer quelque chose, par exemple, du nord vers le Bénin, les taxis te demandent, mais il faut des frais de route parce que les gens vont commencer à... Voilà. Donc aujourd'hui, on ne te parle même plus de ça. T'as dit, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Je suis très content quand le Bénin est distingué, est honoré de cette manière. Laurent Roland-Tony, qu'est-ce qu'il reste quand même quelques poches de résistance pour réussir cette lutte. La corruption, ce n'est pas facile de véritablement la bannir d'un pays. Et zéro corruption, on doit pouvoir viser. Et pourquoi pas viser que le Bénin soit le premier en Afrique. Oui, c'est le souhait. Comme corruption zéro, ce n'est pas aussi facile d'en arriver là. Toujours est-il que quand je vois le résultat de Transparency International, qui est une institution internationale, quand même une organisation internationale qui fait son travail dans une certaine indépendance et même, si vous voulez, transparence, je crois qu'on peut se réjouir de ce que, oui, les Béninois sont moins corrompus que par le passé. Et quand on regarde ces résultats, je n'ai pas eu le temps de lire un peu les leviers sur lesquels Transparency a fait son travail. Mais déjà, il faut quand même reconnaître que dans nos administrations, comme Oumar le disait si bien, il y a moins de corruption.
au niveau des cadres, il y a moins de corruption. Et au niveau des policiers, il y a moins de corruption. Et donc, cela suppose que la peur du gendarme a payé. Et l'efficacité en matière de lutte contre la corruption, c'est aussi les dénonciations. Puisqu'on remarque, par exemple, deux douaniers, il y a les dénonciations. Le dernier cas, c'est ces douaniers qui ont eu un problème avec un conteneur de tissu qui est rentré, avec cette affaire-là, qui sont retrouvés avec le receveur de Ila Kodji. Et donc, c'est difficile de gérer ça. Donc, oui, aujourd'hui, il y a la peur du gendarme, il y a aussi les dénonciations. Et au passage, il faut quand même remercier le gouvernement qui a mis en place une cellule de dénonciation à la présidence. Hein, vous appelez directement, vous tombez sur la présidence, vous dénoncez. Moi, j'ai eu un cas à gérer tout récemment, notamment un cas de sortie frauduleuse d'un produit. Et on a eu affaire à la présidence. Donc, l'un des nôtres a dû appeler la présidence pour se plaindre pour qu'on arrive à limiter les dégâts. Donc, cette cellule fonctionne réellement à la présidence. Réellement. Donc, aujourd'hui, il y a cette peur qui fait qu'aucun cas ne veut prendre le risque de poser des actes de corruption. Il y a cette peur qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de tous les commissariats, vous avez un numéro que vous pouvez appeler directement. Même si dans un commissariat, on vous brime, parce que vous savez très bien que parfois dans certains commissariats, vous êtes obligé de faire la courbette et de poser des actes de corruption. Aujourd'hui, vous êtes dans un commissariat, vous êtes maltraité, vous avez la possibilité d'appeler ce numéro qui est à la présidence et vous plaindre également. Donc, le numéro est inscrit dans tous les commissariats. Donc, je pense que c'est un travail assez louable qu'il faut féliciter. Et ce score obtenu par le Bénin, il faut vraiment féliciter. Alors maintenant, je crois que Oumar l'a dit également, est-ce que si nous assistons à la peur du gendarme au bas de l'échelle, est-ce qu'il y a cette peur au sommet? Est-ce qu'au sommet, tout est aussi transparent comme aujourd'hui les gens ont peur? Parce qu'aujourd'hui, le bas de l'échelle, les gens ont peur qu'on se plaigne chez le haut de l'échelle. Mais est-ce que le haut de l'échelle, en réalité, a à avoir peur de quelqu'un véritablement? Donc, est-ce qu'à ce niveau également, c'est vrai qu'on a pu voir des cadres, des chargés des marchés publics qui, malheureusement, se font prendre au quotidien dans nos communes, dans nos ministères et autres. Mais il y a plusieurs leviers de la corruption. Il y a les agents, il y a les cadres peut-être, il y a certains corps constitués, mais il y a aussi quand même le haut sommet. Et au niveau du haut sommet aujourd'hui, qui fait peur à qui et comment est-ce que ça se passe? Je crois que oui, on va espérer que dans les prochains mois, prochaines années, que ce travail se poursuive, que nous n'ayons pas à reculer. En tout cas, aller en arrière encore, mais qu'on puisse évoluer. Pourquoi ne pas être le premier en Afrique? Pourquoi ne pas être parmi les 5 premiers? On est 7e maintenant. Si on pouvait être au moins le premier en Afrique, ce serait bien. C'est vrai que c'est être premier pour lutter contre la corruption en Afrique aujourd'hui. Ça va être un travail assez difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Dès lors qu'il y a la volonté politique, vous l'avez rappelé, Boni Yayi a certainement marché pour lutter contre la corruption. Ah oui, mais il avait porté une chemise blanche. Mais malheureusement, la marche va être contre la corruption. Mais malheureusement, les vrais acteurs ou corrompus ou corrupteurs étaient autour de lui. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un ménage qui est fait. Il va falloir maintenir la veille. Maintenant, il faut quand même dire aussi à tous les Béninois, dès lors que vous avez la volonté de corrompre un agent, c'est que vous-même vous êtes coupable. Donc, dans cette bataille, il faut que les gens sachent que le corrupteur et le corrompu sont tous ascensionnés devant la loi. Et dès lors qu'on va donner davantage cette information aux compatriotes, ils comprendront que oui, ils n'ont pas intérêt à vouloir corrompre un agent. Aujourd'hui, d'ailleurs même, vous voyez, je l'ai dit la dernière fois, les policiers ont dit à leur caméra sur leur épaule, vous faites l'erreur de leur tendre, un billet, la caméra vous prend. Parce qu'il ne voudra jamais que vous le gâchiez sa carrière. Donc il dira que vous avez tenté de le corrompre. Oui, il vous dénonce. D'ailleurs, des policiers ont dénoncé. Et la caméra est précisément où sur l'épaule? Faites attention quand vous allez sortir avec les policiers. Ils sont à tous les carrefours maintenant et la caméra est là. Donc, quand vous tentez de corrompre un policier, parce que les gens, certains sont allés dénoncer des policiers comme quoi il m'a pris de l'argent. Maintenant, les responsables de la police républicaine ont compris que, bon, ils ont intérêt aussi à protéger les leurs. En sensibilisant les leurs, en leur donnant la caméra. Maintenant, vous faites l'erreur de leur tendre un billet, il vous prend avec l'image, il vous dit, bon voilà, il a tenté de me corrompre alors qu'il n'était pas en règle. Donc, il nous revient à nous tous aussi de travailler à être en règle pour éviter de vouloir corrompre
pour tomber aussi dans les difficultés. Oui, On ne veut pas... oui, c'est un travail de tout le monde, mais je tiens quand même à saluer encore le travail des autorités dans la lutte contre la corruption. Le fait de digitaliser également l'administration, le fait de dématérialiser la dématérialisation de l'administration a quelque chose à y avoir. Imaginez par exemple, moi ça fait plusieurs mois que je ne suis plus allé faire des rangs à la SONEV, à la SBE. Vous voulez payer simplement votre taxe sur une facture que vous délivrez en tant que prestataire. Moi, je le fais pratiquement tous les jours. Lorsque je paye simplement une taxe sur une facture que je dois délivrer à un client, vous savez comment ça se passe? C'est directement sur Internet. Directement sur Internet, avec les, comment on appelle, les Momo Pay là, de la téléphonie mobile. Et immédiatement, vous payez. Prenez encore, pas plus tard qu'hier, j'étais dans la circulation et j'observais une scène. Un policier dont la dame était en infraction. Elle est descendue, elle est partie vers lui et tout, et elle doit payer tout de suite la sanction. Le policier lui dit, ok, il n'y a pas... La contravention. Il a dit, non, mais venez, il n'y a pas de souci, vous avez votre portable là, ok, rentrez ceci, rentrez ceci. Elle avait des difficultés, le policier prend le portable et le fait pour elle. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est la preuve que l'État également est conscient du fait que la corruption était une gangrène, était quelque chose qui gênait véritablement notre économie, qui empêchait le développement, l'essor économique donc, de notre pays. Ça fait rentrer beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Et désormais, on ne va pas dire que ça fait rentrer. Ce qui doit revenir à l'État, désormais, revient à l'État. C'est ce qu'on va dire. Oui, mais ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Donc, ce qui partait était beaucoup. Voilà, ce qui partait aussi était beaucoup. Voilà, donc, ce qui doit revenir à l'État, désormais, revient à l'État. Et ça fait plaisir de voir que, c'est même ceux qu'on taxait de corrompus, c'est ceux-là même, désormais, qui sont à l'avant-garde. C'est-à-dire quand je vois un policier qui aide les gens à payer leurs contraventions, à payer les taxes, voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour 10 000 francs, vous avez intérêt à ne pas faire ça. Oui, on a radié un commissaire pour 70 000 francs dans ce pays. Et moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit aussi une fois sur ce plateau, tout ceci là, c'est de la délinquance économique. C'est de vrais délinquants qu'on doit sanctionner de la manière la plus dure possible. Et c'est rien que cette sanction-là qui peut faire reculer tout ce qui a rapport avec les détournements, la corruption, tout ce qui a rapport avec la délinquance économique. Ce n'est que cette manière-là qu'on peut lutter, de cette manière qu'on peut lutter donc contre ces travers-là que nous avons aujourd'hui. Parce que pendant très longtemps, on a crié, oui, il faut sensibiliser, les ONG sont venus, des pancartes partout dans la ville, non à la corruption, on marche, on a assisté tout à l'heure la marche du président Yahiboun. Qu'est-ce que ça a donné? L'éducation, sensibilisation, ça a donné quoi? Mais je vous assure, la rigueur et la sanction, il n'y a rien de tel pour lutter contre la délinquance. Je pense sincèrement que... Et je pense que c'est ça qui marche aujourd'hui. Je crois qu'il faut quand même qu'on se pose une question. Laquelle? Aujourd'hui, vous faites bien de rappeler la dématérialisation qui fait que vous payez en ligne pour les services, vous avez le service rendu. D'accord? Parce que l'argent ne circule plus pas dans la main d'un individu à qui vous devez payer, qui va vous dire, ben, ça doit faire 112 heures, à qui vous devez dire, bon, écoute, je t'ajoute 2000 francs pour que tu me sortes ça en 24 heures. Regardez par exemple pour avoir le casier judiciaire. Aujourd'hui, vous demandez en ligne, toutes les pièces, pratiquement vous demandez en ligne. Alors, mais le problème, c'est que je me demande aujourd'hui, est-ce que la mentalité du Béninois, en dehors de l'appel du gendarme à quelques niveaux, que ce soit à tous les niveaux pratiquement, est-ce que la mentalité du Béninois a véritablement changé en termes de corruption? Parce que c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire, dès lors que la personne n'a pas assez à l'argent, on ne sait pas s'il a véritablement changé ou pas. D'accord. Oui, donc, parce qu'aujourd'hui... Est-ce que la mentalité du Béninois a changé véritablement? En termes de, parce qu'au-delà de tout, même les services que vous demandez en ligne, quand vous demandez en ligne, parfois ça traîne. Oui. Vous êtes obligé d'aller saisir les services à un moment donné pour dire mais j'ai tel problème. Oui. Mais là, malheureusement, parfois, vous êtes face à des situations de corruption. Non, mais moi j'ai vécu un cas. C'est pour dire que quoi? Aujourd'hui, au-delà des efforts faits par le gouvernement, où il y a la dématérialisation, les gens n'ont plus assez à l'argent, il faut continuer quand même à reformater le citoyen béninois. Parce que, autant que nous avons du mal à laisser les mauvaises habitudes. Le gouvernement fait un travail considérable. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter avec la sensibilisation. Il faut toujours continuer avec la sensibilisation. La nouvelle génération qui vient, vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, on a fait la lutte contre la cybercriminalité. Ces jeunes-là qui viennent après nous, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que la dématérialisation... Parce que quand vous parlez de dématérialisation, quelqu'un peut se lever un jour pour bloquer le système.
Oui, je suis d'accord. Alors que s'il est préparé à servir véritablement sa nation sans corruption, il fera tout pour maintenir le système en bon état et continuer à rendre service à la communauté. Donc, je pense que l'État a fait un travail, mais il nous revient à nous aussi de nous sensibiliser, à bannir totalement cette attitude-là, parce que le jour, tant qu'on ne va pas continuer à faire cette sensibilisation, le jour où on aura des difficultés, on sera face aux vieux démons et ça va continuer, ça ne va pas finir. Et c'est pour ça que je disais qu'au bas de l'échelle, à bien des niveaux, oui, l'appel du gendarme fait que les gens ont arrêté. Il y a mais il y a quand même des poches de résistance dans bien des secteurs. Oui, ça c'est clair, ça ne peut pas finir du jour au lendemain. Et moi, j'aimerais faire deux petites précisions. La première, c'est par rapport à la dématérialisation. Il y a quelque chose, des fois ça ne marche pas, effectivement. Moi, j'ai fait un acte il n'y a pas très longtemps, une attestation. Et quand l'agent va au trésor, c'est fini. Voilà. Et donc, on a fait tout ce qu'il fallait. Ah bon. Et ça devait venir. Non, on ne peut pas. Vous allez écrire sur écrit, fatigué. Et on n'arrivait pas, effectivement, à, comment on appelle, à avoir le document en ligne. Mais je vous assure, j'ai appelé les numéros qui étaient là. Au départ, ça sonnait, ça ne prenait pas. Et j'ai dû appeler un numéro qui est, c'est-à-dire un standard qui est complètement lié à tout ce qui est acte et administratif à avoir en ligne. J'ai oublié le numéro, mais c'est un monsieur qui m'a répondu. Je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Écrivez sur WhatsApp à tel numéro. Dites simplement, nous avons fait ci, nous avons fait ceci. Et tout ce qu'on vous a envoyé comme papier en ligne et documents en ligne, PDF, qui prouve que vous avez... Mettez ça dans le document. Je vous assure, dans les heures qui ont suivi, le document est sorti. Wow. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire que tout est suivi. Il y a quelquefois des bugs, c'est réel. Ils ont beaucoup de demandes aussi là-bas. Donc, ça peut arriver. Mais quand vous faites la démarche et que vous appelez les numéros et que vous êtes plus ou moins patient, parce que c'est des standards, plusieurs personnes appellent, et que vous êtes plutôt patient, ça marche. Donc, moi, je dis, continuons sur cette lancée. Et puis, Laurent a dit quelque chose, c'est le deuxième point. Il a dit que la sensibilisation ne peut pas arrêter. Effectivement, on ne peut pas arrêter la sensibilisation. Mais je dis et je répète, la sensibilisation seule ne peut pas suffire. On a tellement fait la sensibilisation seule pendant très longtemps. Qui au Bénin ici n'a jamais vu une pancarte non à la corruption? Si tu as minimum 18 ans, tu verras, tu as déjà vu au moins dans ta vie une campagne de lutte contre la corruption, et partout dans la ville, on écrit partout, voilà. Ça avait conduit à quoi? À rien du tout. Mais dès qu'il y a eu la rigueur, dès qu'il y a eu la sanction lourde, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a compris. On s'est dit, mais attention, même les gens qui volent les denrées alimentaires, les vivres qu'on envoie aux enfants dans les cantines scolaires, mais vous voyez comment est-ce qu'on les a sanctionnés automatiquement? Mais ça, c'est ça qui marche en réalité. La délinquance, c'est la sanction. Et la personne prend conscience, attention. Et tous ceux qui sont censés, voilà, pour vouloir le faire, vont commencer à réfléchir. Et puis c'est vrai, les vieux démons, on ne les chasse pas du jour au lendemain aussi, je suis complètement d'accord. C'est vrai, c'est encore là. C'est quelque chose qui était dans les ADN. Voilà, donc les quelques points de résistance, parce qu'à chaque fois aussi, on dit, on a arrêté ci, on dit, voilà, on veut sanctionner tel. Oui, ça aussi, c'est parce que c'est lié à ça. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force d'obliger les gens à ne plus avoir accès à tout, à l'environnement qui va leur permettre de faire donc, ces mauvaises pratiques-là, qu'est-ce qui va arriver? On va finalement les abandonner, les oublier complètement. Voilà, moi je dis, il faut persister. Voilà, il faut persister. Alors, je voudrais rappeler que dans le monde, c'est donc le Danemark qui est le premier pays en matière de pays non corrompus, je peux dire ça comme ça. Oui. Le premier qui... Il faut voir le mode de fonctionnement de l'État de ces pays-là, voilà. Allez voir. Bon, suivi de la Finlande. Là-bas, tu quittes aux affaires. Si tu n'avais pas de voiture, tu redeviens encore celui qui marche. C'est automatique. Il y a de ces pays... C'est-à-dire que tu deviens président de leur pays, ou bien tu deviens le premier ministre de leur pays, tu n'avais pas de voiture, tu n'avais rien, et tu es devenu Premier ministre. Et donc, on t'a donné tous les conforts de l'État, parce que c'est un travail que tu es venu faire. Il faut le faire comme cela se doit, et on te donne, parce que tu représentes le pays. Tout ce qui va avec, on te donne les avantages. Mais quand tu finis d'être président, c'est du jour au lendemain. Ce n'est pas que chez nous, non, tu recommences à marcher encore. Non, le problème, c'est que là-bas, les gens vont servir. C'est ça. C'est ça la différence. Les gens vont alors servir là-bas. La plupart du temps, les gens vont se servir. Voilà. Donc, non, mais c'est réel aussi. Là-bas, quatre ministres peuvent utiliser le même véhicule. Voilà. Le chauffeur, le premier ministre pas le premier ministre en termes de... le premier qui finit sa course donne qui finit son service, le chauffeur va les déposer d'abord. Après, si les autres finissent, il va les déposer et le véhicule revient.
dans certains pays, comme la Norvège On également. a même vu des ministres utiliser de vélos voilà. dans certaines villes. Hein. En fait, c'est pour vous dire quoi. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Les gens vont servir là-bas véritablement. C'est un sacrifice qu'ils vont faire. Ici, là, on vient se servir, hein, on vient se gaver. On garantit l'avenir de ses enfants. Dans ces pays scandinaves, là, on va souhaiter y arriver et atteindre ces niveaux. Le système qu'ils ont mis en place, la social-démocratie. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours dit, tout ce qu'on paye au cadre ou qu'on veut défendre qu'ils font beaucoup d'efforts là, est-ce que véritablement ils ont besoin de tout ça en réalité avant de servir leur pays? Parce que servir son pays, c'est un sacerdoce. On ne vous a pas obligé, vous avez souhaité venir arranger les choses. Et c'est l'argent du peuple que vous utilisez. Donc quand vous venez quand même, vous êtes venu pour corriger les choses, pour dire attention, tel que l'autre fait là, non, moi il peut faire mieux. Bon, maintenant, si vous venez que vous-même vous servez, c'est pas bien parce que c'est ça aussi le problème de certains pays. Très bien. La RAC, on va changer de sujet. Oui, c'est comme vous voulez. D'accord. Les médias sans autorisation sont mis en demeure. On voit quand même que la RAC est véritablement à l'assainissement du monde des médias. Oui, je crois que la RAC fait un travail qu'il faut quand même apprécier. Au-delà de ce que, bon, c'est vrai que j'étais en congé quand c'était intervenu la suspension de certains médias. Bon, je ne vais certainement pas trop revenir là-dessus, mais je peux dire quand même qu'aujourd'hui, une fois que vous êtes dans le pays, que la RAC fixe des règles, il vaut mieux respecter les règles. Si vous ne respectez pas les règles, vous payez cash à un moment donné. Parce qu'on ne sait pas qui se trouve derrière tel média en ligne ou tel média qui n'est pas en règle. C'est-à-dire que quand vous allez à la RAC aujourd'hui pour avoir un média en ligne ou une presse écrite ou je ne sais quoi, vous déposez le dossier. Donc, on sait que tant qu'il y a un problème, si c'est pour Ouma ou bien c'est pour Maury, on sait qu'on doit appeler Maury automatiquement pour dire « Vous avez publié telle chose, on n'est pas d'accord, venez répondre pourquoi vous avez fait ci. » Maintenant, il y a tellement de médias en ligne aujourd'hui, les gens tous les jours publient des informations, vérifiées ou non vérifiées. Il y en a qui même en arrivent à agir, c'est-à-dire à salir la crédibilité ou la dignité de certaines personnes parfois. Et donc, dans cette situation, il vaut mieux quand même siffler la fin de la récréation. Pour autant, donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tous ceux qui aspirent à avoir des médias en ligne fassent l'effort d'aller déposer des dossiers pour avoir l'autorisation. Je crois que si vous ne le faites pas et que demain il y a un problème, parce que si vous le faites, quand même vous êtes protégé par la loi et quand vous avez un problème, on vous reconnaît comme journaliste et on sait comment vous traiter. Maintenant, vous ne faites rien, vous avez peut-être un peu, vous avez l'argent, la possibilité de créer un site, d'avoir un site internet, vous devenez média en ligne et c'est vous qui restez dans votre coin pour écrire tout ce que vous voulez. Et parce que certains acteurs pourraient être derrière vous, je crois véritablement qu'il revient à chacun maintenant de faire l'effort de ne pas tomber sous le coup de la loi pour en arriver à subir les rigueurs. Parce que la RAC, je crois que pour la dernière décision, le procureur, chaque fois qu'il y a une décision communiquée, le procureur est en application automatiquement. Donc quand il y a un problème automatiquement, on ne va pas hésiter à envoyer les gens vous chercher à 5 h du matin ou 4 h du matin sur votre lit. Hein. On se lit pas. En tout cas, moi je pense véritablement que les gens ont tout intérêt à se mettre en règle. Sachant très bien que le chef de la RAC nous a clairement dit, au départ, il nous a dit qu'il voulait amener son église au cœur du village. On a pensé que, bon, comme il y a confession chez le prêtre, on peut se permettre tout. Il dit maintenant, j'amène le legba au cœur du village. Et nous, on a ajouté viril. Voilà, donc vous faites l'erreur. Il tape du poing sur la le legba sanctionne avant de faire quoi que ce soit. Le legba sanctionne toujours. Le legba sanctionne. La sanction est obligatoire pour le legba. On ira faire consultation pour dire qu'est-ce que vous avez. C'est là que le legba parle à travers le phare pour dire parce on peut te purifier après tout ce que tu veux. Donc c'est trop tard. Non, avec le legba, quand la faute est commise, on sanctionne d'abord. Donc de toute façon, moi je pense qu'il revient. Que le legba soit viril ou pas. Il va sanctionner d'abord. De toute façon, je continue de dire aux gens, faites l'effort d'être en règle pour ne pas avoir de problème avec ceux qui sont en mesure de vous sanctionner à tout moment. Ils ont le pouvoir de vous sanctionner. Et pour ne pas tomber dans ça, autant mieux être en règle. Très bien. Et puis, ce qui m'a étonné, est-ce que je vous ai donné la parole sur le sujet? Pas vraiment encore. Oui, mais bon. En deux mots, moi je dirais tout simplement, enfin je vais utiliser un adage que beaucoup de Béninois comprennent. Le secteur médiatique, ce n'est pas la cour du roi Péto. Tout le monde doit le savoir, pour deux raisons bien précises. Nous sommes d'abord dans une république qui a ses règles, qui a ses lois. Ça, c'est la première des choses. Et les professions dans le secteur des médias, les professions ont des règles également. Le journalisme, ça a des règles.
vous ne respectez pas les règles, on va vous sanctionner. Et ça, tout le monde doit pouvoir l'assimiler aujourd'hui. Et si vous ne l'assimilez pas, dans tous les cas, la HAC est désormais là, elle veut faire son travail. Et celui qui est là, c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison, comme on dit. Donc, il ne va pas hésiter à frapper. Et moi, je suis complètement d'accord avec. Complètement d'accord avec. Parce qu'il faut un peu de sérieux également dans notre, comme on appelle, dans notre secteur. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de brebis galeuses. Ceux qui montent le quotidien sur le téléphone et puis balance. Voilà, ça aussi, c'est des choses qu'il faut sanctionner. Vous devez déposer chaque fois votre publication. Il y a un service dédié à ça, vous devez déposer votre publication pour qu'on sache que vous êtes viable, que tout fonctionne. Voilà. Donc il n'y a plus... Moi, je crois que véritablement... Même certains journaux, ils se limitent à la une. Oui, les gens simplement, une qui sort régulièrement, mais il n'y a pas de contenu. Il n'y a aucun contenu, oui. Non, il y a... Donc il faut qu'on arrête ces bêtises-là à un moment. On affiche la une et puis c'est fini. Il n'y a pas de contenu. Oui. Il faut redorer l'image des médias au Bénin. Il faut redorer l'image du journalisme. Bon, ça, moi, ça me tient vraiment à cœur. La RAC fait ce travail parce qu'en prélude, en tout cas, à l'aide à la presse privée qui est annoncée, c'est quand même... Il faut qu'on fasse un ménage clair dans le... Comment on dit? Qu'on voit clair dans l'univers, je peux dire ça, dans l'univers médiatique. J'ai vu hier un point fait au Sénégal. Il y a plus de 631 ou 89 médias qui ont été enregistrés, mais 200 et quelques sont formellement en règle. Il y a 300 qui sont sur le tas comme ça, mais qui ne sont pas pour autant en règle. Donc, alors, quand vous voulez donner de l'aide à la presse privée également, et que vous savez qu'il y a ce marché-là, il y a un foutu. Normalement, il faut quand même faire le ménage d'abord. Donc, je crois qu'on n'a pas intérêt à prendre ça mal. Il faut quand même aider les autres également qui ne sont pas en règle à être en règle. Et je demande à la RAC notamment de pouvoir lancer au plus vite l'avis pour, comment vous appelez, permettre aux gens de se mettre en règle. Parce qu'une chose est de sanctionner, d'interpeller pour dire vous ne pouvez pas aimer, mais une chose est de quand même avoir le regard du père, du bon père, et de lancer pour que les gens puissent aller se mettre en règle. Et puis, une fille se jette dans le puits parce qu'on a confisqué son téléphone. Est-ce la fin du monde quand on n'a pas de téléphone? C'est à croire que c'est la fin du monde aujourd'hui. Hein. Avec Internet, ce qui se passe avec les téléphones portables, pratiquement tout le monde a du mal à s'en passer. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Ça, c'est pas une adolescence de folie, ça? Oui, mais on frise pratiquement la folie, là. Parce que c'est quelque chose de très grave. Ça montre à quel point, excusez-moi l'expression, l'Internet nous tient par les couilles aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous l'expliquer clairement pour que vous compreniez, mais on est complètement dépendant d'Internet aujourd'hui. Vous voyez? Et ça, il faut travailler à cela également. Est-ce que vous pensez que celle-là dépend de l'Internet ou bien c'est plutôt des copains et elle ne peut plus s'en passer. Elle ne peut plus s'en passer certainement. Bon, peut-être qu'il y a d'autres causes, je suis d'accord, hein, mais la première que moi je vois, c'est qu'elle est complètement dépendante d'Internet. Nos téléphones, nos Android aujourd'hui, c'est de petits ordinateurs. On fait pratiquement tout avec. Pratiquement tout. Je ne sais pas, on veut parler à son copain, c'est en quelques secondes. On veut avoir accès à un média, c'est en quelques secondes. On veut regarder des tenues qu'on veut porter demain, c'est en quelques secondes. Donc, on est complètement lié à ça. Et certainement, elle se dit, mais on m'a arraché la chose la plus belle de ma vie, peut-être. Et puis voilà, elle se sent mal par rapport à ça. Donc, il faut qu'on apprenne également à nos enfants à se détacher aujourd'hui de tout ce qui est lié à Internet aujourd'hui. C'est important. À part Internet, il y a une vraie vie également. Ça, c'est très virtuel. Il faut que les gens le sachent. Il y a une vraie vie. Il y a des contacts qu'on doit prendre avec la société. Et on n'apprend pas toujours sur ces appareils-là. C'est vrai qu'il y a tout aujourd'hui sur Internet. On peut apprendre tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, nos jeunes gens, dès qu'ils vont sur Internet, c'est pour aller sur certains médias, sur certains réseaux sociaux, pour regarder des sottises, des choses qui n'ont aucun sens. Voilà, on passe tout le temps dessus. On peut passer 1 heure à regarder des jeunes gens en train de se déhancher, des jeunes filles en train de monter, enfin en train de faire des danses très subjectives, des choses comme ça, à longueur de journée, et c'est ça qu'on regarde. Laurent, un message aux jeunes filles par rapport à cette situation déplorable. Je crois que la responsabilité des parents est vraiment engagée là. Je vais quand même, d'abord la fille dont on parle, le téléphone lui avait été offert à l'insu de ses parents. Donc, elle a le portable à la maison. Ses parents ne savaient pas que leur fille a un portable. Et ils ont fini par découvrir qu'elle a un portable. Et donc, déjà, elle sait que si les parents prennent le portable, ils finiront par découvrir des choses dans le portable. Et donc, par conséquent,
peut-être que, oui, connaissant un peu ce qui va se passer. Je voulais interpeller aussi les parents aussi à ce niveau. Moi, j'ai eu un cas comme ça chez moi, où le téléphone a été offert à un enfant par sa mère, alors qu'en réalité, le papa n'était pas informé. Et c'est subtilement que le papa a fini par découvrir que la fille avait un portable manipulé. Et quand vous prenez les portables de cette jeune fille aujourd'hui, vous tombez sur des choses pas possibles. Les vices sont partout aujourd'hui. Vous voyez des personnes de 50 ans qui entretiennent des relations avec ces petites filles-là parfois. Et c'est peut-être ces personnes-là qui leur donnent un portable, qui les manipulent. Et ça, c'est leur vie en réalité qui est en danger, mais les filles ne se rendent pas compte. Donc il revient aux parents quand même de revoir comment est-ce que ça fonctionne également. Mais il revient aussi aux parents aussi d'interpeller. C'est-à-dire que dès lors que votre fille a un portable, j'ai pu voir la réaction de ce père-là qui a constaté que sa fille a un iPhone alors qu'il n'a jamais acheté un iPhone, au point où un enseignant a été cité dans une affaire à l'université d'Abou-Clavi. Il faut quand même faire l'effort de tracer. C'est l'enseignant qui a acheté? De tracer, bon, je ne sais pas, mais il faut faire l'effort de tracer pour savoir qui a offert le portable à la fille. Parce que là, on a affaire à une mineure, 16 ans. Qui a iPhone? Qui a un nom, bon, pour le cas dont nous parlions, l'autre n'est pas mineur. Mais pour le cas dont nous parlons aujourd'hui, c'est une fille mineure de 16 ans qui a un portable à l'insu de ses parents. Qui lui a acheté ça? Il faut interpeller la personne. Il faut quand même trouver les mécanismes pour sanctionner durement ces personnes. Je crois que quand on va le faire une fois, deux fois, il y aura 1, 2, 3 exemples. Le reste va quand même capituler, se calmer. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, moi, on a parlé, nous sommes à l'aide de la dépendance malheureuse vis-à-vis du portable. Autant que nous sommes ici, je ne sais pas combien de fois vous réveillez la nuit pour prendre vos portables, pour jeter un coup d'œil. Moi, pas du tout. Quand je demande d'or, c'est fini. Vous êtes sûr? Oui, oui. Moi, je sais que mon portable n'est jamais dans ma chambre à coucher. Aucun de mes portables ne reste dans ma chambre à coucher. C'est tout est au salon, parce que ce n'est pas bon d'ailleurs de dormir dans son portable. Les vibrations, ça vous perturbe le matin, vous vous réveillez avec un mal de tête et autres. Mais parfois, on se réveille, on va faire pipi et puis on va au salon rapidement pour regarder s'il n'y a pas un message. Parfois, ça arrive. Très souvent. Donc, pour dire que quoi, nous sommes dépendants. Et nous qui avons peut-être cette maturité, si nous sommes dépendants du téléphone par rapport de cette manière, imaginez alors nos enfants qui n'ont pas cette maturité, qui se permettent tout à la fois sur leur portable, qui écrivent. Moi, j'ai vu une fille, par exemple, la dernière fois, elle a un portable, et sur ce portable, elle planifiait de fuguer avec un monsieur qu'elle ne connaît pas pour aller au Ghana. Elle a tout planifié, fuguer pour aller au Ghana. Non, la mère a été subtile. Heureusement pour la mère, elle a eu une présence d'esprit. Elle a dit, mais donne-moi ton portable, décode du portable, je vais voir. Elle s'opposait, la mère a pris un bâton, elle a dû décoder le portable, la maman a commencé à lire les messages. C'est là qu'elle découvre que sa fille se plaint d'elle chez un de ses copains d'école, et en même temps, dit à ce copain d'école-là que oui, elle veut fuir pour aller au Ghana parce qu'elle a le secours. Et dès lors qu'elle va finir de prendre son secours, elle a déposé le dossier. Quand on va verser le secours, elle prend l'argent qu'elle ira au Ghana pour 6 mois d'abord. Et elle ira chercher. Après, elle reviendra au Bénin et que sa mère ne saura jamais où elle est. Vous vous imaginez comment nos enfants peuvent réfléchir parfois? Et là, celui qui veut t'amener au Ghana, tu ne connais pas ce qu'il fait, ce qu'il fera de toi. Donc c'est pour ça que nous devons avoir un œil. En tout cas, nous devons être très minutieux dans ce que font nos enfants, surtout nos filles, hein, qui ont commencé par avoir 14 ans, 15 ans là. Il y a toujours des gens autour de votre maison, qui rôdent autour de vos filles là, qui commencent par les emballer dans des choses pas possibles. Moi, je pense que par rapport à Internet, il y a quelque chose également qui est de l'ordre aussi de comment on appelle, la volonté politique. Dans certains pays aujourd'hui, vous prenez l'Australie, les grands pays occidentaux, certains parmi eux, les jeunes gens ne peuvent pas aller sur certains sites et sur certains, comment on appelle, certains réseaux sociaux chez eux. C'est bloqué pour ces personnes-là. Et ils arrivent à lutter. Ils arrivent à lutter véritablement contre ça. Parce que chez eux, les conséquences des travers d'Internet, chez eux là-bas, mais c'est criard. C'est pas vraiment à l'étape où nous sommes ici. Des gens se suicident à longueur de journée, des gens qui se harcèlent. Voilà. Donc, il y a beaucoup de problèmes liés à Internet. Et il faudrait qu'également nos autorités prennent les taureaux par les cornes dans ce secteur-là également pour éviter que nous n'arrivions à ces comment on appelle là aussi, voilà, à ces conséquences-là. Donc, il faut faire très attention. Il faut mettre des règles en place. Il y a des réseaux sociaux sur lesquels les enfants
ne doivent pas aller. Moi, je vous assure. Parce que ces réseaux-là, dès que tu défiles, 1, 2, 3, au plus, c'est-à-dire le troisième déjà, tu vois quelque chose d'assez obscène ou bien quelque chose qu'un enfant ne doit pas voir. Il y a des propos quelquefois qui ne tiennent pas là. Aujourd'hui, je crois que quelqu'un m'a montré ça il y a quelques semaines. Oui, autorisation parentale ou code parental, un truc comme ça, sur les portables. Oui, sur son portable, il peut pas aller sur certains sites. Je vous dis, aujourd'hui, les enfants, ils sont même plus futés que nous. Oui. C'est en quelques secondes qu'ils vous débloquent ça. Ils connaissent toutes ces choses-là. Le problème, c'est que l'enfant débloque ça. Dès qu'il voit le code parental, Google est là en même temps pour l'aider. Ah bon? Oui, Google est là en même temps pour l'aider. Comment enlever le code parental? Tapez sur Google, vous allez voir tout de suite, il va vous donner tous les détails et vous partez vous enlever. C'est automatique. Oui. Donc c'est pourquoi je dis, c'est-à-dire que ce sont les autorités. C'est pour ça que des parents maintenant ont mis à disposition des enfants des tablettes et des ordinateurs à la maison. Oui, il faut des recherches. Voilà, il faut qu'on définisse. Je sais que l'OMS et l'UNICEF et toutes ces grandes organisations ont déjà mis des seuils en place pour les enfants, c'est-à-dire l'âge limite à laquelle on doit par exemple avoir accès à un portable. Et chez nous, quel est le travail qu'on fait pour que les gens puissent le savoir et pouvoir le respecter également. Parce qu'on ne donne pas un portable à un enfant. Il y a des parents, je ne vais pas dire par naïveté, mais par souci de rester en contact avec l'enfant. Un enfant qui va à l'école, une fois qu'ils sont à l'école, le parent, lui, il est au travail et c'est peut-être à 20 h qu'ils vont se voir. Le père travaille à Cotonou, l'autre à Calavi, les enfants sont à Calavi et les deux parents travaillent. Et il faut rester en contact avec les enfants. Et déjà à 12 ans, bon, c'est clair. Oui. Nos enfants aujourd'hui à 12 ans, ils sont plutôt intelligents. Ce n'est pas comme nous dans le temps, on n'avait pas accès à toutes ces technologies-là. Voilà, donc l'être humain a évolué sur le plan de l'intelligence. À 12 ans déjà, ils sont plutôt autonomes et ils peuvent utiliser un portable. Et certains parents se disent non, je vais quand même lui donner par WhatsApp de temps en temps, je vais prendre des nouvelles. Et lui le fait de manière très naturelle, il va commencer à dire non, fais attention, ne fais pas ci. Non. On ne donne pas un portable à un enfant, quelle que soit la raison. Cherchez d'autres solutions. Parce que le portable aujourd'hui, une fois que... Pour autant, il y a des enfants qui ont des portables mais qui sont assez sages. Oui, très sages. Tous les enfants ne sont pas sages. Même celui qui est sage, là, disons-nous la vérité, les enfants, c'est des éponges. Vous dites qu'il est sage parce que tout de suite, là, il est dans un environnement dans lequel ses parents lui rabâchent les oreilles tout le temps. Il faut faire ci, voilà, et donc il est dans ça. Mais à quel moment vous savez qu'il va aller rencontrer l'ami qui va le conduire? Lui étant une éponge, il reçoit tout. Il va dire non, laisse, ce que les parents disent là, c'est rien, laisse, tape tel site, tu vas voir les bonnes choses, il y a des bonnes choses dessus. Et donc, lui, il entend ça, il tape une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Non, je pense que c'est... Un enfant, on ne peut pas faire confiance complètement à un enfant. Oui, je suis d'accord. À partir de ce moment, moi, je dis, il faut un âge limite que l'autorité doit prendre également et qu'on vulgarise et que les parents puissent le respecter. Je pense que la problématique aujourd'hui, ce n'est pas de dire s'il faut donner portable à l'enfant ou pas. C'est le comportement du parent. Comment est-ce que vous vous y prenez? Pourquoi parfois? Parfois, vous savez, aujourd'hui, vous avez votre enfant qui sort de la maison, même s'il a ou elle a 13 ans, d'accord, et vous dit je suis à l'école. Et puis si vous avez une connexion là-dessus, vous pouvez l'appeler par vidéo pour savoir si véritablement elle est à l'école. Donc, dans bien des cas, en fait, c'est l'utilisation que l'enfant en fait. Et ça dépend aussi en grande partie de nous, parents, à un moment donné. Même l'utilisation du portable à l'école également, ça aussi, c'est important. Je l'ai dit, les censeurs ramassent et cassent ça bien. Quand un enfant sort, par exemple, pour dire, nous avons une sortie, par exemple. D'accord? Ou bien je vais au catéchisme. Et vous ne savez pas à quelle heure elle va rentrer ou aller la récupérer. Vous quand même appeler par vidéo. Non, pour vous assurer. Il y a l'éducateur qui est là, vous pouvez appeler l'éducateur. C'est normal que vous ayez le numéro de l'éducateur également. Même sans portable, certains de nos enfants étaient... Voilà. Donc, avec le portable, ça sera pire. C'est pas le portable forcément en réalité le problème, mais c'est l'enfant en réalité. Et comment est-ce que nous, parents aussi, nous avons réussi à encadrer l'enfant? En notre temps, c'est une fois par semaine, à partir de vendredi, qu'on suit la télévision. Et donc, vous comprenez que vous n'avez pas toutes les possibilités d'être aussi malin que ces enfants-là. Vous n'avez pas connu ça. Laurent, l'ORTB, c'est vendredi soir que l'ORTB ne démarre pas les milles de bas ou quoi là. On attend. Et à 0 h, ça finit. Aujourd'hui, jusqu'à 2 h, 3 h matin. Aujourd'hui, c'est 24 h sur 24. On est obligé de les chasser. Ouais. Donc nous, on a eu cette chance-là. Et regarder la télévision, c'est une fête. Oui. C'est une fête. Alors qu'aujourd'hui, les enfants ont des tablettes. Ils ont tous des tablettes. Merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin.